Je m'appelle Diane. J'ai 28 ans. Et, lors du pire mardi de ma vie professionnelle, je suis sortie d'une salle de réunion sans emploi. 40 minutes plus tard, mon propriétaire a appelé et m'a dit « Il faut que vous partiez d'ici vendredi ». J'ai cru qu'il réagissait aux rumeurs concernant mon licenciement, jusqu'à ce que sa voix baisse d'un ton. Vos parents m'ont offert 1 000 € pour résilier votre bail immédiatement. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle a ri. Il faut toucher le fond, avant de pouvoir changer. Mon père a pris le téléphone, et a ajouté « Dormir dehors, ça va te forger le caractère ». Ils ne m'ont pas demandé si j'avais des économies. Ils n'ont pas cherché à savoir si j'avais un endroit sur où aller. Ils avaient déjà décidé que l'humiliation serait une leçon, et que mon propre domicile en serait la salle de classe. J'ai raccroché, avant même que l'un d'eux ne puisse entendre ma respiration changer. Ensuite, mon propriétaire m'a envoyé une capture d'écran de la confirmation de paiement. C'était leur grande erreur. L'argent ne provenait pas d'un compte personnel. Il venait d'un compte qu'ils n'avaient absolument pas le droit d'utiliser, surtout pour une punition familiale privée. J'ai fixé le nom de l'entreprise sur le virement, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai appelé la seule personne que mes parents avaient pris soin d'éloigner, pendant des années, de toute décision importante. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en moins de 30 secondes. La réponse fut très calme, « Transfère-moi tout. Ne les préviens pas. » 1 minute plus tard, ma mère m'a appelé 6 fois. 3 minutes après, mon père a fini par me joindre, et a hurlé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé le message d'expulsion sur mon écran, et j'ai répondu, « Exactement ce que vous m'avez appris à faire. » Je me suis protégée. Ils n'avaient encore aucune idée du prix que ce simple appel allait leur coûter. Avant de vous dire qui a répondu au bout du fil, et pourquoi mes parents ont paniqué si vite, dites-moi quelle heure il est chez vous, de quelle région vous regardez cette vidéo, et quel temps il fait. Est-ce que cela correspond à votre humeur du jour? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Mon propriétaire s'appelait Gilles. Je lui louais cet appartement depuis 4 ans, je payais toujours à l'heure, et il me restait encore 7 mois sur mon bail. Quand j'ai exigé une raison écrite pour m'obliger à partir, il a refusé. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce que ce silence le rende nerveux. Finalement, il a avoué que mes parents l'avaient appelé, avant même que je n'ai fini de vider mon bureau. Il lui avait dit que la perte de mon emploi n'était pas une conséquence suffisante. Il me voulait effrayée, désespérée, et prête à rentrer chez eux, pour me soumettre à leurs règles. Ils lui ont offert 1 000 €, et ont promis de couvrir tous les frais, si je faisais des histoires. Gilles a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encaissé l'argent. C'était un virement électronique, a-t-il précisé, et il pouvait tout à fait le renvoyer. Je lui ai dit de m'envoyer une preuve. Il a refusé, jusqu'à ce que je lui rappelle qu'il venait de menacer d'expulser une locataire en règle, avec un bail valide, simplement parce que 2 personnes extérieures l'avaient payé. Une capture d'écran est arrivée 30 secondes plus tard. Le libellé du virement indiquait « Provision pour honoraires de conseil ». L'expéditeur était le groupe immobilier familial Emery. Mes parents, David et Sylvie, géraient cette entreprise. Elle possédait des maisons en location dans tout le département, et se présentait publiquement comme une société éthique, centrée sur les valeurs familiales. Mon père donnait souvent des conférences sur la responsabilité personnelle. Ma mère, elle, publiait des bulletins d'information sur la stabilité des quartiers. Pourtant, il venait d'utiliser l'argent de l'entreprise pour acheter le contrôle de mon domicile privé, puis avait déguisé ce paiement en travail de consultant. Ce qu'il semblait oublier, c'est que l'entreprise ne leur appartenait pas entièrement. Elle avait été fondée par ma grand-mère, Evelyne, et après sa mort, la propriété avait été transférée dans un fonds d'investissement familial. Mes parents contrôlaient les opérations quotidiennes, mais ma tante Marguerite détenait la plus grande part des droits de vote, et agissait en tant qu'administratrice du fonds. Elle vivait loin, et assistait très rarement aux réunions de famille. Mes parents la qualifiaient de froide, de méfiante, et d'obsédée par la paperasse. Leur mise en garde favorite était « N'implique jamais Marguerite dans les affaires de la famille ». Des années plus tôt, j'avais travaillé un été dans les bureaux de l'entreprise.
J'avais observé Marguerite remettre en question des reçus manquants, pendant que mon père plaisantait, disant qu'elle s'inquiétait trop pour rien. Après une réunion particulièrement tendue, elle m'avait donné son numéro de ligne directe. « Tu remarques ce que les gens essaient de ne pas voir », m'avait-elle dit. « Appelle-moi, si un jour les chiffres cessent de correspondre à l'histoire qu'on raconte. » Avant d'utiliser ce numéro, j'ai appelé ma sœur aînée, Émilie. Je voulais vraiment croire qu'elle n'était au courant de rien. Elle a répondu d'un ton enjoué, et m'a dit « J'ai entendu dire que tu avais enfin droit au nouveau départ dont tu avais besoin. » Ces mots semblaient avoir été répétés. Quand 2 ans plus tôt, j'avais aidé à payer les frais de certification d'Émilie, alors qu'elle était entre 2 emplois. Quand je le lui ai rappelé, elle a ri. C'était différent. Moi, j'avais un plan. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait suggéré de contacter Gilles. Elle m'a accusé d'en faire un drame, et a ajouté qu'un peu de peur me rendrait peut-être plus ambitieuse. J'ai mis fin à l'appel, et je me suis assise au bord de mon lit, en fixant la capture d'écran. Ce n'était pas la première fois que mes parents qualifiaient leur cruauté d'amour exigeant. À 13 ans, après une mauvaise note à un contrôle, mon père avait retiré la porte de ma chambre, sous prétexte que l'intimité était un privilège. Quand j'ai changé de filière à l'université, ma mère a appelé nos proches, pour me décrire comme quelqu'un d'instable. Quand Émilie avait besoin d'aide, c'était du soutien familial. Mais quand c'était moi qui avais besoin d'aide, c'était une faiblesse. Cette fois-ci, cependant, ils avaient laissé des traces. Le faux libellé du paiement avait son importance. Le compte de l'entreprise avait son importance. Mon bail, tout à fait légal, avait son importance. Ils s'attendaient à ce que je panique, que je les supplie, et que je rampe vers eux. Au lieu de cela, j'ai appelé Julien, mon ami le plus proche. Sa première réaction a été maladroite, peut-être qu'il pense vraiment t'aider, mais il s'est vite arrêté. Non, payer ton propriétaire, ça dépasse absolument toutes les limites. Il m'a conseillé de sauvegarder la capture d'écran à plusieurs endroits, de télécharger mon contrat de bail, et de noter chaque détail pendant que c'était encore frais. Ensuite, il a demandé « Qui peut bloquer ça ?» avant qu'il ne réécrive l'histoire. J'ai regardé le numéro de Marguerite. Pendant des années, mes parents avaient contrôlé chaque conflit, en le gardant au sein de la famille, là où ils pouvaient décider de ce qui était vrai ou faux. J'ai appuyé sur appeler, et j'ai attendu. Marguerite a décroché à la 2e sonnerie. Diane, a-t-elle dit. C'est inattendu. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi, mais je n'ai pas fait de pause pour susciter la compassion. J'ai décrit l'exigence de Gilles, l'offre de mes parents, et le virement provenant du groupe immobilier familial Emery. Je lui ai transféré la capture d'écran, tout en continuant de parler. Elle est restée silencieuse, assez longtemps pour que je puisse entendre les battements de mon propre cœur. « As-tu le bail, ainsi que ces messages ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Le conseil d'administration a-t-il approuvé un contrat de conseil avec ce propriétaire? Non, il n'est pas consultant. Transfère-moi tout. Ne préviens pas tes parents. Ne menace pas le propriétaire. Je suspends immédiatement l'accès au compte de dépenses discrétionnaires, et j'envoie une mise en demeure pour conserver les preuves. Je lui ai demandé comment elle pouvait agir avec autant de rapidité. Je suis l'administratrice du fonds, et l'actionnaire majoritaire, a-t-elle répondu. Je peux bloquer un paiement non autorisé, avant que quelqu'un ne fabrique une fausse justification. Mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a appelé 1 fois, 2 fois, puis 6 fois. Marguerite m'a expliqué que l'accès au compte avait été gelé, et que l'avocat de l'entreprise avait ordonné à toutes les parties impliquées de conserver les registres. 3 minutes plus tard, mon père a appelé. Un SMS est apparu, réponds-moi tout de suite. Marguerite m'a dit que je pouvais répondre, à condition de mettre le haut-parleur, et d'annoncer qu'elle était présente. J'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait? A hurlé mon père. J'ai signalé un paiement d'entreprise non autorisé à l'administratrice du fonds. Tu as appelé Marguerite? Sa colère s'est immédiatement brisée, pour laisser place à la panique.
La voix de ma mère s'est élevée derrière lui. « Diane, c'est une affaire de famille. Tu n'avais aucun droit d'impliquer l'entreprise. » « C'est l'entreprise qui a payé mon propriétaire », ai-je rétorqué. « C'est vous qui l'avez impliqué en premier. » Mon père m'a accusé de les traiter de voleurs pour seulement 1 000 €. Marguerite l'a interrompu, très calmement. « Personne ne vous accuse de vol. Je suis en train d'examiner une dépense, justifiée comme une provision pour honoraires de conseil. Veuillez me fournir le contrat, la facture, le motif commercial, et l'autorisation formelle d'ici 17 heures. » Il a prétendu qu'ils essayaient seulement de m'apprendre la responsabilité. « Dans ce cas, vous avez utilisé le mauvais compte, la mauvaise description, et la mauvaise méthode, » a déclaré Marguerite. « Ne recontactez pas ce propriétaire. Ne mettez pas la pression sur Diane, pour qu'elle renonce à son bail. » Ma mère est intervenue, disant que j'étais devenue trop dépendante, et que j'avais besoin d'une intervention radicale. Pour la toute première fois, quelqu'un a séparé cette accusation du vrai problème de fond. Sa situation professionnelle n'a absolument rien à voir avec le fait que les fonds de l'entreprise aient été détournés, a répondu Marguerite. Mon père a alors menacé de convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Marguerite a accueilli cette demande avec plaisir, à condition qu'il produise d'abord les registres financiers. Puis, elle a mis fin à l'appel. L'appartement avait l'air d'être toujours le même, mais le rapport de force venait de basculer. Mes parents avaient toujours défini les termes de chaque désaccord. Si je protestais, j'étais trop émotive. Si je posais des questions, je manquais de respect. Si j'impliquais quelqu'un d'autre, je trahissais la famille. Leur véritable avantage n'avait jamais été la sagesse. C'était l'isolement. Julien est arrivé avec des courses, des chargeurs de téléphone, et un bloc-notes. Au lieu de me dire quoi faire, il m'a demandé de quoi j'avais besoin. Nous avons établi une chronologie précise. J'avais été licenciée à 9h12. J'avais appelé mes parents à 9h47. Gilles m'avait contacté à 10h18. Cela signifiait que mes parents l'avaient joint presque immédiatement. Ils n'avaient pas passé des heures à s'inquiéter pour moi. Ils étaient passés directement de l'annonce d'une mauvaise nouvelle à l'exécution de leur punition. Cet après-midi-là, une avocate spécialisée en droit immobilier, nommée Rachel Moreau, m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'un propriétaire ne pouvait généralement pas annuler un bail à durée déterminée, sans motifs légaux ou contractuels extrêmement solides. Accepter de l'argent de la part de personnes extérieures, pour expulser une locataire en règle, pouvait engager sa responsabilité de manière très sérieuse. Elle m'a conseillé de ne communiquer que par écrit, et a demandé à Gilles de confirmer s'il avait bien l'intention de respecter mon bail. Dans l'heure qui a suivi, Gilles a répondu par email, affirmant que sa demande précédente avait été précipitée, et qu'aucune procédure d'expulsion n'aurait lieu. Ce n'étaient pas des excuses. C'était de la peur pure, habillée d'un jargon professionnel. Rachel m'a prévenu que l'arrêt de l'expulsion n'était que la première bataille. Mes parents pourraient très bien qualifier ce virement de simple malentendu. Gilles pourrait minimiser son rôle. Émilie pourrait nier être au courant de quoi que ce soit. Les preuves comptaient bien plus que la colère. Ensuite, Marguerite a exigé un audit indépendant. Elle avait déjà découvert que ces fameux honoraires de conseil n'avaient ni contrat, ni facture, ni approbation du conseil. En fouillant dans des registres plus anciens, elle a remarqué des voyages personnels décrits comme des visites de chantier, des dîners en famille étiquetés comme des relations publiques avec les locataires, et des dépenses liées à Émilie, soigneusement cachées dans les budgets marketing. Je me suis souvenu d'avoir vu des écritures similaires, pendant mon été au bureau. Mon père m'avait dit, à l'époque, que la comptabilité était bien trop compliquée pour que je la comprenne. Ce soir-là, Marguerite m'a envoyé une seule phrase: « Les chiffres ne correspondent plus à l'histoire qu'ils racontent, et ce, depuis très longtemps. » Mes parents avaient essayé d'acheter mon expulsion pour 1 000 €. Avant même le coucher du soleil, ce paiement avait déclenché un examen minutieux de plusieurs années de dépenses de l'entreprise. Le lendemain matin, mes parents ont commencé à réécrire l'histoire.
Ma mère a envoyé un email à Marguerite, affirmant que l'argent était une aide temporaire à la relocalisation, destinée à me protéger face à mes futurs loyers. Mon père a produit un contrat de consultant d'une page, décrivant Gilles comme un conseiller en résilience locative. La ligne de signature était vide, et les métadonnées du fichier montraient qu'il avait été créé peu après que Marguerite ait exigé des preuves. Ils avaient fabriqué une explication de toutes pièces, après s'être fait prendre la main dans le sac. Mon père a appelé depuis un autre numéro. « Tu es en train de détruire l'entreprise que ta grand-mère a bâtie », a-t-il lancé. « Non. C'est vous qui l'avez utilisée pour me punir. » Il m'a averti que Marguerite se servait de moi, pour prendre le contrôle absolu. Pendant un instant, le doute a fait surface. Mes parents avaient passé des années à nous répéter que chaque membre de la famille avait des motivations cachées. Puis, j'ai repensé aux faux libellés du virement, aux documents antidatés, et aux messages d'expulsion. Les faits ne devenaient pas moins vrais, simplement parce que les exposés risquaient de modifier le rapport de force. Il a terminé en disant « Tu ne tiendras pas un mois sans nous ». Cette dernière phrase est restée gravée en moi, car une part de celle-ci risquait de devenir réalité. J'avais peu d'économies, 2 semaines d'indemnité de licenciement, et aucun travail. Gagner ce litige sur le bail n'allait pas reconstruire ma vie magiquement. Je ne pouvais pas faire de la vengeance mon seul projet, ni laisser mes parents rester au centre de toutes mes décisions. Julien et moi avons divisé la crise en 4 domaines, le logement, la protection juridique, l'emploi, et l'argent. Rachel a obtenu une confirmation écrite que mon bail restait actif. J'ai réduit mes dépenses au maximum, et j'ai calculé combien de temps je pourrais payer mon loyer. Ensuite, j'ai contacté d'anciens collègues et clients. Demander de l'aide me semblait humiliant, car mes parents m'avaient appris à considérer le besoin comme un aveu d'échec. Julien a remis cela en question. « Tu ne demandes à personne de te porter sur ses épaules », a-t-il dit. « Tu leur fais juste savoir que tu es disponible sur le marché. » Mon premier entretien d'embauche s'est très mal passé. Quand le recruteur m'a demandé comment je gérais les conflits, j'ai revu mon père en train de crier, et j'ai totalement perdu le fil de mes pensées. L'entretien s'est terminé plus tôt que prévu. Je suis sortie, convaincue que mes parents avaient toujours eu raison à mon sujet. Julien ne m'a pas offert de fausses louanges. Celle-là fait mal, a-t-il admis. Apprends ce que tu peux de cette expérience, et laisse le reste derrière toi, ça appartient à aujourd'hui. Pendant que je cherchais du travail, l'audit a mis au jour un schéma bien plus vaste. Sur plusieurs années, mes parents avaient utilisé les fonds de l'entreprise pour des voyages personnels, des travaux dans leur propre maison, les adhésions professionnelles d'Émilie, et des événements familiaux hors de prix. Certaines dépenses auraient pu avoir un lien lointain avec l'entreprise, mais les approbations manquaient systématiquement, et les descriptions étaient floues. De l'argent avait également été transféré, depuis les réserves d'entretien vers des comptes discrétionnaires, sans aucune autorisation valable. Émilie m'a appelé, juste après que sa carte de crédit d'entreprise ait cessé de fonctionner. Je ne savais même pas qu'elle en possédait une. Elle m'a accusé d'avoir ruiné le renouvellement de sa certification. Je lui ai demandé si elle était officiellement employée par la société. Elle a prétendu qu'elle aidait sur l'image de marque, mais l'auditeur n'a trouvé aucun contrat, aucune fiche de paie, ni aucun projet documenté. Puis, elle a craché le morceau, et m'a révélé le plan que mes parents n'avaient jamais avoué, ils allaient te laisser séjourner à la maison de campagne, une fois que tu te serais excusé. La maison de campagne, située près du lac, appartenait à l'entreprise. Mes parents avaient donc l'intention de me forcer à quitter mon appartement légal, de me faire croire que je n'avais nulle part où aller, pour ensuite m'offrir un logement sous leur contrôle total, à condition que je me soumette à leurs règles. Ils voulaient créer l'urgence de toutes pièces, pour pouvoir se présenter ensuite comme mes sauveurs. Merci, ai-je dit. Pourquoi ? Pour m'avoir expliqué le plan. J'ai consigné ces mots par écrit. Rachel a également exigé de Gilles qu'il fournisse ses échanges de messages avec ma famille. Face à sa propre implication légale, il a tout livré. Ma mère avait écrit, elle va paniquer, mais ne reculez pas. Mon père avait ajouté, une fois qu'elle n'aura nulle part ailleurs où aller, elle rentrera à la maison, et elle écoutera. Émilie,
quant à elle, avait réagi avec un emoji pouce en l'air, et avait demandé si la maison de campagne devait rester indisponible, jusqu'à ce que je présente mes excuses. Pendant des années, je m'étais demandé si leur version de l'amour était simplement difficile à comprendre pour moi. Ces messages ont rendu la réponse beaucoup plus claire. Ils ressentaient peut-être de l'amour, mais ils utilisaient la peur, et l'accès à leurs ressources, pour le rendre conditionnel. Un sentiment n'excuse en rien une méthode. Marguerite m'a demandé si je souhaitais que tous ces messages soient envoyés au conseil d'administration. Mon premier instinct a été de tout exposer au grand jour. Rachel, mon avocate, m'a demandé ce que je voulais le plus, la protection, la responsabilité, ou l'humiliation. J'ai avoué que je voulais les trois. L'humiliation est la chose la moins contrôlable, a-t-elle souligné. La protection et la responsabilité, en revanche, peuvent être documentées de manière factuelle. Je n'ai soumis que les preuves directement liées au paiement de l'entreprise, et à mon bail. Je n'ai rien publié sur Internet, et je n'ai rien envoyé au reste de la famille. Cette retenue allait s'avérer cruciale, un peu plus tard. La réunion extraordinaire du conseil d'administration a été fixée au vendredi. La veille au soir, ma mère m'a laissé un message vocal d'une voix douce, disant que toutes les familles faisaient des erreurs. Dans sa toute dernière phrase, elle m'a demandé de dire à Marguerite que le paiement avait été mon idée depuis le début. J'ai sauvegardé cet enregistrement à 3 endroits différents. J'ai rejoint la réunion en visioconférence, depuis l'appartement de Julien. À l'écran, il y avait Marguerite, 2 directeurs indépendants, l'avocat de l'entreprise, l'auditeur, mes parents, et Émilie. Mon père arborait cette expression hautaine qu'il utilisait, quand il voulait que son assurance remplace les preuves. Ma mère tenait un dossier, ostensiblement étiqueté « Résolution familiale ». Marguerite a énoncé l'ordre du jour très clairement, dépenses non autorisées, fausse description de frais commerciaux, et ingérence illégale dans le bail d'une locataire. Elle a parlé de moi, non pas comme de leur fille, mais comme de « la locataire concernée ». Cette distinction a immédiatement dissipé tout le brouillard émotionnel. Mon père a décrit les 1 000 € comme une aide pleine de compassion. Il a prétendu que Gilles, le propriétaire, avait tout mal compris. Ma mère a présenté un projet d'accord de soutien familial, qui exigeait que je déménage à la maison de campagne, que je suive un coaching financier avec mon père, que je soumette mes candidatures d'emploi à leur stricte approbation, et que je rembourse les frais de logement plus tard. Elle a présenté cela, comme la preuve irréfutable qu'ils avaient l'intention de m'aider. L'un des directeurs a demandé à quelle date cet accord avait été rédigé. Ma mère a répondu que c'était juste après mon licenciement. Les métadonnées du fichier, elles, montraient que le document datait de 3 semaines. C'était le rebondissement auquel même moi, je ne m'attendais pas. Mes parents avaient préparé les conditions pour contrôler mon logement, bien avant que je ne perde mon emploi. Ils savaient que mon entreprise envisageait une restructuration, car Émilie avait entendu des rumeurs confidentielles, par l'intermédiaire d'une de ses connaissances aux ressources humaines. Un message récupéré de sa part disait « Le département de Diane risque d'être coupé. C'est peut-être notre chance d'imposer une remise à zéro. » Ma mère avait répondu « Commence à réfléchir à la pression sur son logement. Ton père s'occupera du propriétaire. » Le conseil d'administration est resté sans voix. Mes parents n'avaient pas mal réagi à une nouvelle soudaine et inattendue. Ils avaient patiemment attendu un moment de vulnérabilité. Mon père s'est tourné vers Émilie, et a explosé « Pourquoi as-tu gardé ce foutu message ?» En une seule phrase, il venait d'abandonner la fille qu'il avait pourtant aidée. Émilie l'a dévisagé, comme si elle venait d'apprendre que le favoritisme n'était pas de la loyauté, mais simplement de l'utilité jetable. Marguerite m'a demandé ma déclaration. J'ai dit que je ne demandais pas à l'entreprise de résoudre mon chômage, ni de punir qui que ce soit pour avoir été méchant envers moi. Je demandais qu'elle se penche sur l'utilisation d'un compte d'entreprise pour créer une crise de logement privé, sur l'utilisation d'un faux libellé pour dissimuler un paiement, et sur un plan machiavélique qui traitait les actifs commerciaux comme des outils de contrôle familial. Ensuite, j'ai diffusé le message vocal de ma mère, me demandant de prétendre que ce paiement venait de moi.
Mon père s'est lourdement reculé sur sa chaise. Ma mère a fermé les yeux. L'auditeur a présenté ses conclusions préliminaires, des remboursements sans justificatif, des dépenses personnelles flagrantes, et de l'argent retiré des réserves d'entretien sans l'approbation requise. L'un de ces transferts avait même retardé la réparation d'une toiture, alors que des locataires avaient signalé des fuites d'eau importantes. Leur sentiment de tout permis avait affecté bien plus de personnes que moi seule. Pendant une courte suspension de séance, mon père m'a envoyé un SMS. Arrête ça tout de suite, et nous pourrons encore être une famille. J'ai répondu, une famille n'est pas censée exiger mon silence. À la reprise de la réunion, le conseil a suspendu l'autorité de gestion et financière de mes parents, en attendant la conclusion définitive de l'audit. L'accès d'Émilie au compte a été révoqué immédiatement. Un gestionnaire externe a été nommé pour protéger les locataires, les finances et les archives. Le Conseil a également autorisé des démarches judiciaires pour récupérer les dépenses personnelles non justifiées. Mon père a crié que Marguerite venait d'orchestrer un véritable coup d'État. Ma mère s'est mise à pleurer, mais sa toute première question a été « Qu'est-ce qu'on est censé dire aux gens ?» Même à ce moment précis, leur réputation comptait plus que la réparation de leurs actes. La réunion s'est terminée sans qu'un montant final de remboursement ne soit fixé, mais leur contrôle immédiat avait disparu. Ils ne pouvaient plus déplacer d'argent, faire pression sur les employés, ou utiliser les propriétés de l'entreprise comme des récompenses pour notre obéissance. 2 heures plus tard, Gilles a demandé à trouver un accord amiable. Sa première proposition offrait une confirmation écrite de mon bail, et le remboursement d'une partie de mes frais de justice. Rachel l'a rejeté en bloc. Elle a exigé une déclaration officielle stipulant que je n'avais jamais fait défaut, le paiement de l'intégralité de mes frais documentés, un crédit sur mon loyer, une option de renouvellement avec une augmentation strictement plafonnée, et l'obligation pour lui de suivre une formation sur le droit des locataires, dispensée par un organisme indépendant. Il a accepté, au bout de plusieurs jours de négociations. L'homme qui avait essayé de transformer ma sécurité en une simple transaction financière, devait maintenant signer des clauses qui protégeaient mon droit de locataire. Cet après-midi-là, l'agence de marketing où j'avais raté mon entretien m'a formellement rejeté. Pendant un instant, le vieux refrain m'est revenu en tête, au chômage, instable, et incapable de survivre sans mes parents. Puis, une ancienne cliente nommée Nour m'a envoyé un email. Je l'avais contactée plus tôt dans la semaine. Elle avait besoin d'une stratège en contrat pour 3 mois, et me demandait si je pouvais commencer dès lundi. Le salaire était légèrement inférieur à mon ancien poste, et le contrat était temporaire. Ce n'était pas un sauvetage magique tombé du ciel. C'était un travail que j'avais mérité, grâce à une relation professionnelle construite bien avant le début de cette crise. J'ai accepté. Julien et moi avons fêté ça avec des plats à emporter, assis sur le sol de mon appartement, entouré par les cartons que je n'avais heureusement plus besoin de remplir. Émilie m'a envoyé un message, « Papa dit que c'est de ta faute. Maman n'arrête pas de pleurer. Marguerite a tout gâché. Tu es fière de toi ?» J'ai tapé plusieurs réponses pleines de colère, je les ai effacées, et j'ai finalement écrit « Je suis fière d'avoir arrêté de coopérer avec quelque chose de mal. » Elle n'a pas répondu. Au cours du mois suivant, l'audit est devenu de plus en plus accablant pour mes parents. Les registres de l'entreprise montraient des voyages personnels, des rénovations, des événements privés, et des dépenses pour Émilie, le tout caché derrière de vagues libellés professionnels. Les avocats du conseil d'administration ont commencé à calculer les sommes à rembourser. Des invitations à des événements de l'industrie ont été annulées, car mes parents ne représentaient plus l'entreprise. L'image de marque qu'ils avaient protégée avec tant de férocité, commençait à s'effondrer sous le poids des documents qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ma mère a appelé depuis un numéro masqué, et a dit « Tu as ruiné ma réputation. » « Tu l'avais bâtie sur une histoire qui était fausse », ai-je répondu. « Jamais nous ne t'aurions laissé te retrouver à la rue. Vous aviez besoin que je croie que vous en seriez capable. » Elle n'a pas su quoi répondre. Ce silence m'a donné la définition la plus claire de leur plan. Ils voulaient ma peur, pas mon échec.
Ils avaient l'intention de retenir leur sauvetage providentiel, jusqu'à ce que je capitule. Le rapport d'audit complet est arrivé 6 semaines plus tard. Il identifiait plus de 200 000 € de dépenses personnelles non justifiées, ou approuvées de manière frauduleuse, sur une période de 8 ans. Chaque élément n'était pas forcément récupérable, et certains pouvaient être reclassifiés si des preuves valables apparaissaient enfin, mais le schéma d'ensemble était indéniable. Le conseil a définitivement écarté mes parents de la direction, a annulé les salaires et les avantages liés à leurs anciens postes, et a exigé un remboursement substantiel. Ils ont conservé une part minoritaire dans l'entreprise, mais ils ont perdu les comptes de frais, les véhicules de fonction, et l'autorité qui soutenait leur si précieuse image publique. Un gestionnaire externe a restitué l'argent aux réserves d'entretien, et a ouvert une procédure de réclamation transparente pour les locataires. Des problèmes que mon père avait balayés d'un revers de main ont enfin été traités. L'entreprise a commencé à se comporter comme la société éthique que mes parents avaient toujours vantée. Rachel a proposé une résolution distincte pour mon cas. Mes parents rembourseraient les frais non couverts par Gilles, signeraient un accord de non-ingérence, cesseraient de contacter mes employeurs ou mes propriétaires, et reconnaîtraient par écrit que je n'avais jamais sollicité ce paiement d'expulsion. En échange, je renoncerai à de futures poursuites civiles, à moins qu'il ne violant cet accord. Mon père a d'abord refusé, affirmant que signer le ferait paraître coupable. Cependant, la demande de remboursement émise par le Conseil a exercé une très forte pression sur leurs finances. Pour en payer une partie, ils ont dû vendre la maison de campagne. Cette même propriété qu'ils prévoyaient de m'offrir, uniquement après mes plus plates excuses. Le symbole absolu de leur contrôle a été transformé en argent liquide, afin de réparer les dégâts causés. Ils ont signé l'accord, 2 jours avant que Rachel ne prévoie de déposer plainte officiellement. L'accord leur interdisait d'interférer avec mon logement ou mon travail, d'effectuer des transactions en mon nom, ou d'affirmer publiquement que j'avais demandé cette expulsion. Il contenait également une reconnaissance écrite, stipulant qu'ils avaient initié ce paiement de leur propre chef, pour faire pression sur moi afin que je quitte mon appartement. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une vérité qu'ils ne pourraient plus jamais réécrire. Émilie a elle aussi subi de lourdes conséquences. Son cabinet de recrutement a enquêté sur la façon dont elle avait obtenu, puis partagé, cette fameuse rumeur de restructuration. Elle a été mise à pied, et a fini par démissionner. Elle m'a appelée, folle de rage. « Tu as détruit ma carrière », m'a-t-elle lancé. « Tu as transmis des informations confidentielles, pour qu'ils puissent planifier comment me piéger. Je ne pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Tu as réagi à leur plan avec un pouce en l'air. » Elle s'est tue, puis a avoué d'une petite voix, « Il disait toujours que tu te croyais supérieur à nous. Je voulais qu'il voie que j'étais loyale. » Pour la première fois, j'ai compris son rôle, sans pour autant l'excuser. Mes parents la récompensaient grassement quand elle servait leur discours, et la blâmaient à l'instant où ses messages devenaient des preuves à charge. Le favoritisme l'avait fait se sentir en sécurité, mais uniquement tant qu'elle leur restait utile. J'espère que tu découvriras qui tu es, le jour où la loyauté ne sera plus synonyme d'obéissance, lui ai-je dit. Je ne peux pas faire ce travail de réflexion à ta place. Je l'ai bloqué pendant 30 jours. Mon père a envoyé plusieurs lettres, parlant de sacrifice et de gratitude. Aucune ne contenait les mots « j'ai eu tort ». Il a raconté à nos proches que j'avais manipulé Marguerite, dans le seul but de prendre le contrôle de l'entreprise. Cette rumeur s'est pitoyablement effondrée, lorsque Marguerite a publié une déclaration officielle, confirmant que je ne recevrais ni part sociale, ni argent, ni emploi à l'issue de cet audit. Je n'avais rien demandé de tel. Mon père n'arrivait pas à concevoir que l'on puisse agir sans chercher un profit personnel, alors il en a tout simplement inventé un. Le dernier message de ma mère, juste avant l'entrée en vigueur de l'accord, disait « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux ». J'ai répondu « Croire qu'une chose est la meilleure, ne vous enlève pas la responsabilité des dégâts qu'elle cause ». Ensuite, j'ai définitivement cessé de répondre. Mon travail en contrat à durée déterminée était très exigeant. Au cours du premier mois, la fatigue et le stress m'ont fait rater une petite échéance. Je m'attendais à être convoquée et humiliée.
Nour, ma responsable, m'a simplement demandé un plan de rattrapage. Je lui en ai fourni un, j'ai corrigé le problème en un rien de temps, et nous avons avancé. Cette simple expérience m'a appris bien plus sur la responsabilité que tous les grands discours de mon père. La véritable responsabilité exige la vérité, la réparation des torts, et un réel changement de comportement, pas la création artificielle d'un désastre. À la fin de mes 3 mois, Nour m'a proposé un poste permanent, en tant que responsable de la stratégie client. Le salaire correspondait à mon ancien emploi, et les conditions étaient bien meilleures. J'ai négocié avec assurance, avant d'accepter. Ce détail avait toute son importance. Je ne m'agrippais pas à la première bouée de sauvetage par peur. J'analysais, je posais des questions, et je choisissais librement. Le soir où j'ai signé, je me suis tenue à côté de la porte de mon appartement. Quelques mois plus tôt, mes parents l'avaient considérée comme un simple levier sur lequel ils pouvaient tirer à leur guise. Maintenant, elle était simplement à moi, libre de s'ouvrir ou de se fermer. Je ne me sentais pas triomphante tous les jours, loin de là. Certains matins, la famille que je croyais avoir me manquait cruellement. Certains soirs, je repassais les appels en boucle dans ma tête, en me demandant si j'aurais pu régler les choses en privé. Puis, je me rappelais que le secret était précisément ce qui les avait protégés pendant si longtemps. Ils avaient misé sur ma honte, bien plus qu'ils n'avaient misé sur la coopération de Gilles. Leur punition ne m'avait pas rendue plus forte. C'est le fait d'y mettre un terme, de dire non, qui m'a rendue forte. 6 mois après mon licenciement, Marguerite m'a invitée à l'assemblée annuelle de l'entreprise. J'ai décliné l'invitation officielle, mais je l'ai retrouvée pour prendre un café juste après. Elle m'a annoncé que de nombreuses réparations étaient en cours, que les contrôles financiers avaient été entièrement réécrits, et que les locataires pouvaient désormais signaler des problèmes, sans avoir à passer par mes parents. L'entreprise avait récupéré suffisamment d'argent pour renflouer ses réserves critiques. Mes parents restaient propriétaires sur le papier, mais ils n'avaient plus aucune autorité opérationnelle. Leur plan de remboursement s'étalerait sur de très longues années. « Regrettes-tu de m'avoir appelé ?» a demandé Marguerite. J'ai réfléchi au prix que cela m'avait coûté. Ma relation avec mes parents était devenue une simple frontière juridique. Émilie et moi nous parlions à peine. Les membres de la famille élargie avaient choisi leur camp. Il n'y avait aucune version de la justice qui puisse restaurer la famille que je croyais avoir un jour. Non, ai-je répondu. Je regrette seulement qu'il ait été nécessaire de t'appeler. Elle a hoché la tête. C'est généralement l'effet que ça fait, quand on exige des gens qu'ils assument leurs actes. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait donné son numéro, des années auparavant. Elle a répondu, ma grand-mère m'a averti un jour que les entreprises familiales échouent, lorsque les proches confondent l'accès avec la propriété, et l'affection avec la permission. Marguerite se doutait depuis des années que les limites étaient floues. Mais à chaque fois, de belles explications arrivaient toujours avant l'épreuve. Le paiement fait à Gilles était différent. Un faux libellé, un but privé, un témoin complice, et une victime directe prête à parler. Tu ne les as pas ruinés, m'a-t-elle dit. Tu les as juste stoppés dans leur élan. Mes parents ne se sont pas retrouvés à la rue, et n'ont pas disparu. Leurs conséquences étaient réelles et sérieuses, pas théâtrales. Ils ont quitté leur grande maison, pour s'installer dans un appartement plus petit. Mon père a accepté des missions de consultant, qui nécessitaient cette fois de vraies factures, et des validations externes. Ma mère a cessé de prendre la parole lors des événements de leur secteur. Émilie, quant à elle, a trouvé un emploi en dehors du recrutement, après avoir suivi une formation obligatoire sur l'éthique. Leurs vies ont continué, mais sans cette autorité absolue, et sans cette image lisse, qui les protégeait autrefois de toute remise en question. 3 mois après la signature de l'accord, ma mère m'a envoyé un email pour me proposer de nous voir. Elle avait respecté les règles et ne m'avait pas mis la pression, alors j'ai accepté de lui accorder 30 minutes dans un café public. Au début, elle a parlé de l'embarras, de l'audit, et de la vente de la maison. J'ai attendu. Finalement, elle a admis qu'elle avait eu tort d'appeler Gilles. C'était la première acceptation directe de sa propre responsabilité que j'entendais de sa part.
Elle a avoué que l'accord de soutien familial avait bien été préparé avant mon licenciement. Elle a reconnu qu'ils avaient prévu de me faire croire que je n'avais nulle part où aller, pour ensuite m'offrir la maison de campagne, uniquement si j'acceptais leurs conditions. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu prenais des décisions sans nous, a-t-elle répondu. Ton père trouvait que tu t'éloignais trop de la famille. Tout était là. Ils n'avaient jamais eu peur de mon échec. Ils avaient peur de mon indépendance. Je lui ai dit que je n'étais pas prête pour une relation normale, et que je ne le serais peut-être jamais. Des excuses, sans un changement de comportement constant, ne rouvriraient pas la porte de ma vie. Elle a pleuré, mais elle n'a pas argumenté. À la fin de notre rencontre, elle m'a demandé la permission de m'envoyer un autre email dans un mois. J'ai dit oui. Mon père a pris un chemin bien différent. Il m'a envoyé par la poste une copie de l'accord signé, avec un petit mot, « Tu as gagné ». Je la lui ai renvoyée avec ma propre réponse, ce n'était pas un concours. Je voulais juste que tu arrêtes. Il ne m'a plus jamais contacté. Certaines personnes s'attendaient à ce que je publie tous les messages, que je prenne la direction de l'entreprise, ou que je célèbre publiquement chacune de leurs défaites. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai gardé mon appartement, j'ai récupéré mon argent, j'ai sécurisé mon emploi, j'ai protégé ma réputation, et j'ai forcé ceux qui utilisaient l'argent comme une arme, à rembourser ce qu'ils avaient détourné. Leur autorité a pris fin. Leurs actes sont devenus des archives officielles qu'ils ne pouvaient plus effacer. C'était amplement suffisant. À l'occasion du premier anniversaire de mon licenciement, j'ai renouvelé mon bail. J'ai lu attentivement chaque clause, j'ai posé une seule question à Rachel, puis j'ai signé. Ensuite, j'ai accroché mes clés sur le crochet en laiton, juste à côté de ma porte. 1 an plus tôt, je pensais que perdre mon emploi signifiait perdre la preuve que j'étais capable de me débrouiller. Mes parents avaient essayé de transformer cette peur en obéissance aveugle. Mais leur plan m'a montré où se cachait réellement mon pouvoir, dans les documents, dans les limites que l'on pose, dans les témoins, et dans la volonté de demander de l'aide, avant que la panique ne se transforme en soumission. Julien est resté mon ami, pas mon sauveur. Nous avons parfois eu des désaccords. Il m'a dit quand l'audit commençait à trop me consumer, et je lui ai dit quand ses conseils me semblaient un peu trop simplistes. Il n'a pas remplacé ma famille. Il m'a simplement aidé à reconnaître ce qu'étaient des relations saines, où le soutien n'exige aucune soumission. Plus tard, Nour m'a promu, pour former les jeunes stratèges de l'agence. La leçon que je répétais le plus souvent était très simple, les erreurs sont des informations, pas une identité. On grandit grâce à la vérité. Avec de bons outils, et en ayant l'espace nécessaire pour réparer ses fautes. Pas quand quelqu'un fabrique artificiellement une crise, en appelant ça de l'amour. Émilie a fini par m'envoyer un email, je les ai aidés à te coincer, car le fait de leur être utile me donnait un sentiment de sécurité. Je suis désolée. J'ai attendu 2 semaines avant de répondre. Je l'ai remercié pour son honnêteté, et j'ai accepté d'échanger quelques emails de temps en temps. Rien de plus. Ce n'était pas une réconciliation totale. C'était simplement une fenêtre déverrouillée, dans une maison dont les portes restaient fermées. Ma mère a continué à m'écrire tous les mois. J'ignorais ses messages sur la défensive, et je répondais à ceux où elle assumait ses actes. Lentement, elle a compris que l'accès à ma vie n'était pas garanti par son simple statut de mère. Cet accès se construisait par la constance. Mon père, lui, a choisi le silence, et j'ai arrêté d'interpréter ce silence comme une punition. Venant de quelqu'un qui avait toujours utilisé les mots pour me contrôler, cela ressemblait presque à de la paix. Ces 1 000 € n'ont jamais vraiment été une question de loyer. C'était le prix que mes parents étaient prêts à payer, pour s'acheter ma peur. Ils croyaient que la peur me ramènerait à la maison. Au lieu de cela, elle a déclenché un audit, exposé des années de mauvaise gestion, mis fin à leur contrôle sur l'entreprise, forcé des remboursements massifs. Leur a coûté leur maison de campagne, a détruit la réputation qu'ils chérissaient tant, et a placé des limites permanentes concernant leur accès à ma vie. Ils avaient dit qu'il fallait toucher le fond, avant de pouvoir changer. Ils avaient raison sur un point, j'ai changé.
J'ai arrêté de confondre la cruauté avec la discipline. J'ai arrêté de traiter le secret comme s'il s'agissait de loyauté. J'ai arrêté d'attendre que les gens qui m'ont blessé admettent, enfin, qu'ils l'avaient fait. Mais surtout, j'ai appris que se protéger soi-même n'est pas une vengeance, même si ceux qui perdent le pouvoir appellent cela une trahison. Le matin où j'ai perdu mon emploi, je pensais que ma vie s'était réduite à un seul appel téléphonique dramatique. À midi, j'en passais un autre. Cet appel ne m'a pas sauvé par magie. Il a simplement donné une voix à la vérité. Tout ce qui a suivi, organiser les preuves, affronter le conseil d'administration, reconstruire mes revenus, et imposer des limites, c'était du travail que j'ai dû accomplir moi-même. Alors, quand mon père a hurlé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La vraie réponse n'était pas seulement que j'avais appelé Marguerite. J'avais surtout arrêté de demander la permission pour défendre ma propre vie. Et une fois que j'ai fait cela, leur petite leçon à 1000 € est devenue l'erreur la plus coûteuse de toute leur existence. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la toute fin. Cette vidéo est une œuvre de fiction, et a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation, et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappellera que, parfois, la leçon la plus difficile à apprendre est que l'amour, la famille, ou la loyauté, ne devrait jamais exiger que vous effaciez votre propre souffrance. Quand les gens tiennent vraiment à vous, ils ne vous demanderont jamais de garder le silence, simplement pour qu'ils puissent rester dans leur confort.